et à la contemplation des pensées et des sentiments, et à renoncer à l'action. Voilà, ce type d'anthropocentrisme est contemplatif et non actif. Et ici encore, je dois indiquer ce réel que, à quoi nous apprend SS, le néoplatonisme géorgien. Il nous apprend à ne pas nous plonger dans la contemplation, bien qu'il y ait beaucoup de moments contemplatifs. Et ici aussi, il y a de quoi apprendre. Sa contemplation se termine toujours par un acte. Cet individualisme qui cherche constamment au travail, c'est un anthropocentrisme qui veut absolument créer quelque chose. Pas seulement créer, mais aussi transformer la réalité. La réalité est mauvaise. Elle doit être transformée. Cela se ressent parfaitement. Chaque néo-platonicien géorgien. C'est pourquoi ils aspirent à du nouveau vie, soif de transformation de la vie. C'est un anthropocentrisme non contemplatif, mais un anthropocentrisme actif. Et pas seulement actif, mais transformateur. Et pas seulement transformateur, mais aussi créant de façon créative un nouveau réalité. Et cette nouvelle réalité, eh bien, elle est noble, elle est chaste, elle est dépourvue de toute exagération personnelle. Elle veut créer une société collective qui soit fondée sur la liberté et l'égalité. C'est ce qu'on peut apprendre et doit apprendre de ces néoplatoniciens géorgiens. Il est très facile, camarades, de passer de l'anthropocentrisme à la contemplation. Cela a été fait et continue d'être fait très facilement. Mais les Géorgiens nient leur anthropocentrisme à des formes contemplatives, oui, mais il les a avec modération. Il les a dans un sens harmonieux. Il les a seulement pour obtenir immédiatement une direction pour l'activité, une direction pour la transformation de la réalité, pour atteindre de nouvelles formes de réalité dans lesquelles il n'y aurait plus une telle inégalité effrayante que l'on trouve actuellement. Voilà pourquoi ces points, camarades, ont une signification non seulement mondiale, mais aussi purement contemporaine. Quelles que soient nos différences de vision du monde par rapport au XIe, XIIe siècle, ce que je viens de dire, cet antipicologisme, anti-subjectivisme, ce caractère anti-titanique, cela est très typique de cet anthropocentrisme des néoplatoniciens géorgiens. Par conséquent, nous aussi, bien que nous placions également l'homme placé au premier plan, pour nous, l'homme aussi est très important. Et c'est aussi quelque chose de fondamental et d'utile pour nous. Néanmoins, nous préférerons seulement un tel homme qui est en harmonie avec la nature, en harmonie avec la société, en harmonie avec l'histoire et en harmonie avec tous les efforts collectifs de l'humanité pour créer le meilleur avenir. Voilà pourquoi je voulais dire que cela ne concerne pas seulement l'importance mondiale, mais aussi l'importance contemporaine. Il faut apprendre beaucoup malgré toutes les différences de perspective. Regardez quelle chose importante nous trouvons chez néoplatoniciens de la Renaissance géorgienne. Donc on ne peut conclure que par une chose, vive la Renaissance géorgienne et vive le néoplatonisme géorgien. Le philosophe et philologue soviétique éminent, historien de la culture et linguiste, auteur de l'ouvrage sans précédent dans la pratique mondiale Histoire de l'esthétique antique en 6 volumes, ainsi que des études fondamentales telles que Dialectique du mythe, Mythologie antique dans son développement historique, Esthétique a partagé ses réflexions sur le néoplatonisme et la Renaissance géorgien. Renaissance, professeur Alexei Fedorovitch Losev. Chers amis, c'est à vous que s'adresse un éminent philosophe et philologue soviétique, historien de la culture et linguiste, auteur d'une œuvre incomparable,